Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Ces entretiens vont vont émailler notre été pour essayer de remettre la mort au centre de nos préoccupations et d'essayer de réécrire à nouveau frais une sorte de thanato-anthropologie moderne des années 2020 et de notre Occident collectif pour essayer de savoir si tout ce qui concerne l'euthanasie, le suicide assisté, l'aide à mourir sont les symptômes d'une société qui s'effondre ou au contraire un événement bienvenu pour nous libérer des carcans de l'ancien monde qui nous maintenait trop à l'étroit dans une vision parfois mystique de ce qu'est l'être humain. Et donc, pour ce faire, je reçois des intellectuels, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des pharmaciens, des praticiens de soins infirmiers ou de soins palliatifs, mais aussi des personnes atteintes de handicap, pour essayer de croiser les regards et vous donner à voir, au fond, une partie du dissensus qui secoue notre société sur ces questions, et essayer de remettre ça au cœur de nos préoccupations dans un moment où la mort est comme évacuée, mise sur la touche, et pourtant suinte par tous les pores dans un moment où la guerre intégrale s'empare de nos sociétés. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie de l'aide à mourir ou l'industrie pharmaceutique, ni avec le système assurantiel. Il n'y a pas d'opinion politique derrière ce qui est porté ici et aujourd'hui, qui soit revendiqué dans un quelconque hémicycle. Et puis j'ai la chance d'avoir une casquette d'éthique et d'anthropologie de la santé qui me donne une certaine légitimité à discuter de ce sujet, même si au fond je pense que chacun est légitime à en parler, puisque ça vient nous toucher dans notre intime. Qui n'a pas autour de lui une vieille maman, un vieux papa, un oncle ou une tante, ou même un enfant qui est malade, fatigué, qui parfois souhaiterait ne plus vivre, et avec qui qu'on doit accompagner sur ce chemin-là. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour Louis. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir, un honneur. Moi, tu m'as éclairé sur la crise du Covid en donnant à voir les nuances, les subtilités, une sorte d'autopsie, comme tu l'as fait dans ton dernier livre. Alors au départ, enfin le livre d'avant c'était l'autopsie, je crois. Non, c'était le dernier de l'autopsie. Avant c'était la fabrication du désastre. L'anatomie d'une crise, le deuxième oui, autopsie, la troisième la fabrication du désastre. C'est ça. Donc on est parti de l'anatomie pour aller vers l'autopsie. Autant dire que tout ça était bien froid. Et la fabrication, cette idée qu'on est quand même dans une sorte de dynamique artefactuelle, que notre société industrielle passe son temps à fabriquer des choses, et notamment la fabrique culturelle collective, la fabrique de la doxa dominante. Tu es anthropologue de la santé, mais tu t'intéresses particulièrement à tout ce qu'on appelle la salutogénèse, le fait de rester en santé, de fabriquer de la santé plutôt que de remédier à la maladie, et notamment aux dynamiques collectives de prise en charge des addictions, des choses comme ça, qui t'ont permis de rencontrer finalement l'expertise de chaque citoyen, de chaque patient, parfois encore plus importante que celle des soignants, même souvent, et qui permettait de trouver des voies de résilience à travers l'addiction ou à travers le handicap. Est-ce que tu es auteur intellectuel et puis tu nourris une chaîne numérique, tu fais partie de ces médias modernes où il y a une pilule rouge et une pilule bleue, je crois, dans mon souvenir. Tu peux nous redire comment retrouver cette chaîne et ce que tu essayes d'y raconter? Merci Louis, merci pour ton accueil, je suis ravi de te retrouver. Cela dit, je n'apprécie pas que tu m'insultes d'emblée en me traitant d'intellectuel, alors là je vais vraiment me vexer. Et puis oui, la pilule bleue, pilule rouge, je crois que c'est inspiré de Matrix, en fait un graphiste qui a trouvé ça pour dire qu'effectivement on peut soit choisir de rester dans le consensus qui a forcément une importante dimension illusoire vu que c'est une construction, soit se questionner par rapport à ça et prendre du recul avec évidemment toutes les déclinaisons qu'on peut être éveillé, on peut avoir compris des choses que les autres. Et sur cette chaîne, j'essaye de partager avec les gens que ça peut intéresser, et heureusement il y en a un certain nombre aujourd'hui, les perspectives que je peux tenter de dessiner sur l'évolution du monde sans plus passer par le filtre des médias et d'un journaliste qui va orienter mon propos ou me couper au montage. Et donc au fond, je suis en train de faire usage de cette extraordinaire facilité qu'on a aujourd'hui, qui est quand on a envie de partager quelque chose avec les autres, on peut le faire directement. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je garde beaucoup confiance dans l'évolution en cours. Quand je vois la somme de contenu sur une diversité de thèmes, on est vraiment en train d'échapper au système de pouvoir et de contrôle de l'information.
Ouais, c'est une chose qui caractérise ta chaîne, c'est le divorce consommé avec les médias traditionnels. Et souvent, tes sources sont plus proches de sources Twitter, de réseaux sociaux, d'éléments glanés sur les moteurs de recherche d'intelligence artificielle, beaucoup plus que sur Google et les médias traditionnels. C'est assez étonnant, et en même temps, on constate que parfois, tu as 2, 3 semaines, 1 mois, 6 mois d'avance sur ce que pourraient dire les médias officiels. Et puis, une grande liberté de ton. On sent que tu fais usage de ta liberté d'expression sans mollir et sans caricature non plus. Moi, je suis très admiratif de ta capacité à dire les choses avec une grande rigueur et une sorte de discipline intellectuelle, tout en étant ferme et en évitant l'espèce de relativisme ambiant propre à la classe intellectuelle dominante, en France en tout cas, où il faudrait toujours ménager la chèvre et le chou, mettre les gens d'accord sur à peu près tous les sujets. Toi, tu assumes à peu près de pas être d'accord. Merci pour ces compliments. Oui, et puis surtout, je crois, merci de le dire, tu sais, il y a toujours cette question de la hiérarchie des données probantes. Au fond, pendant longtemps, on pouvait s'appuyer sur le fait que si un article était publié dans Le Monde ou dans le Lancet, c'était des journaux sérieux qui prenaient pas le risque de mettre leur crédibilité en jeu. Bon, on s'aperçoit quand même avec le recul que ça n'a pas vraiment été le cas à aucun moment. Mais enfin, il y avait quand même, on pouvait s'appuyer sur des choses. Aujourd'hui, on peut plus du tout, parce que le Lancet publie et Le Monde publie aussi bien des fraudes grossières que des choses de qualité. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être dans l'a priori. Si on dit je ne prends plus rien du Lancet parce qu'a priori tout est de la fraude, on passe à côté d'études intéressantes que la revue peut continuer de publier. Par contre, ça veut dire qu'on est obligé d'être dans un examen attentif de chaque information qu'on relaye. Et là, c'est vrai que ma formation en anthropologie m'a très bien formé, parce que on apprend à faire ça en permanence, à recueillir des données, après d'essayer de les ordonner dans des grandes lignes de force qui permettent de proposer des éclairages. Et donc, à vrai dire, moi, je me régale avec en plus l'accessibilité de l'information telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des moteurs d'intelligence artificielle qui sont formatés pour te sortir tous les trends en matière de recherche. Donc, si tu dis, par exemple, est-ce qu'on a des confirmations que la prière à distance améliore la santé, ce qui est un sujet amusant, eh bien, le moteur de recherche va se spécialiser dans toutes les bases de données scientifiques pour te sortir les résultats les plus pertinents. Donc, c'est assez extraordinaire comme façon de mâcher le travail pour qu'on puisse, au fond, assez vite être dans l'étape finale qui est d'évaluer la pertinence des contenus et les organiser. Ouais, tu as cette chance de pas tomber aussi dans l'idéologie d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens sont pris dans des sortes de contorsions rhétoriques ou logistiques pour essayer de justifier l'attitude de Trump, de je sais pas quoi, pour qu'elle soit très néfaste, soit formidable, de créer un scénario à mesure. Toi, tu as finalement accepté ce côté situationniste, que le vrai est un moment du faux et qu'il va falloir aller le chercher à l'intérieur de tout ça. Je vois ce trait commun avec les gens du renseignement, que ce soit Caroline Galacteros, Éric Denessé qui est décédé maintenant, ou d'autres, qui recueillent l'information sans essayer de la classifier a priori dans un modèle idéologique. Voilà, donc moi je suis assez admiratif de ça, et c'est pour ça que je te demande ton avis sur cette question de l'aide à mourir, d'autant plus que tu viens d'un pays qui est la Suisse, et qui a déjà dans son arsenal législatif le suicide assisté. Et donc tu n'es pas complètement nouveau sur cette question. On pourrait dire, vous avez déjà été consulté, j'imagine, lors de votations. Il y a déjà une sorte de pratique. En France, la loi Falorni est arrivée, qui a déjà été votée par les parlementaires et qui va être réexaminée par les sénateurs à la rentrée, qui est d'une loi qui s'intitule Aide à mourir, aide active à mourir. Comment toi, tu as vu arriver ça en France, de ton point de vue d'anthropologue ? Avec une certaine inquiétude. Il y a de toute manière une réalité anthropologique, puisque tu l'évoques, qui est qu'aujourd'hui, la fin de vie, c'est un peu comme l'adolescence, ça tend à s'étendre de manière un peu interminable, et les pouvoirs techniques sont tels. En fait, on pourrait garder une personne en vie ad aeternam, même en faisant une dérivation du circuit sanguin, une respiration artificielle. A priori, tu vois, les moyens techniques sont tellement développés. On sait qu'il y a une intensive consommation de soins pendant les toutes dernières années ou les tout derniers mois et demi, où les gens finalement sont déjà en train d'être engagés dans le passage vers l'au-delà, mais évidemment, il y a l'instinct de survie. Même des personnes qui avant disaient non, finalement, je veux pas d'acharnement thérapeutique, quand le moment sera venu, je serai content de passer l'arme à gauche. Quand ils affrontent ce moment-là de leur parcours, souvent il y a ce réflexe de s'accrocher. Donc j'ai envie de dire qu'on est en train artificiellement de créer une survie terminale qui dépasse ce que le programme naturel de l'espèce biologique a prévu.
Même chose pour les animaux domestiques d'ailleurs. Tu sais que l'espérance de vie est beaucoup plus courte dans la nature qu'elle ne l'est hébergée par un maître qui t'emmène chez le vétérinaire et te donne ta moulée tous les jours. Donc on est dans cette réalité et puis se pose effectivement la question de, puisque au fond on est capable de prolonger la vie de manière artificielle, est-ce qu'il faut laisser à la personne, le cas échéant, sans avoir à commettre un suicide avec la part de violence que cela implique, de choisir le moment de son départ? Et de ce point de vue-là, tu vois, la Suisse, contrairement à la France, s'est bâtie sur la diversité culturelle. C'est-à-dire que chaque département, l'équivalent des départements, les cantons, a sa configuration religieuse, linguistique, géographique, historique. Donc on est une mosaïque de cultures différentes les unes des autres et qui assument que les décisions doivent se prendre au niveau le plus proche possible du citoyen. La France, c'est l'inverse. C'est un système pyramidal où on impose à toute la France la même chose dans la République une et indivisible. Donc nous, si tu veux, on a cette pratique de la tolérance, de la différence de point de vue, de représentation, de choix. On le voit par exemple par rapport à la prostitution, qui chez nous est une profession libérale. Tout homme ou toute femme peut pratiquer la prostitution. Il y a une obligation légale de s'enregistrer auprès des services de police. Le proxénétisme est interdit, donc l'exploitation du travail sexuel est condamnable, mais la pratique de la prostitution ne l'est pas. Aussi en compréhension que pour un ensemble de raisons sanitaires et sociales, le fait de rendre clandestin et illégal une activité qui existe de toute manière génère tout un ensemble de difficultés supplémentaires. Et je dirais que ce côté un peu décomplexé, un peu pragmatique, qu'on a vu aussi dans le domaine des drogues, avec des locaux d'injection, avec des stratégies de réduction des risques, qui peuvent aussi avoir leur effet secondaire pervers d'ailleurs, mais a permis en ce qui concerne la mort assez rapidement d'être dans cette représentation qu'au fond, c'est à chacun de décider ce qui lui convient et que si des personnes, alors il y a des conditions, comme tu le sais, il faut être atteint d'une condition incurable, être dans un état de grande souffrance, qu'il n'y ait pas de perspective d'amélioration possible, mais si ces conditions sont réunies, au fond, on s'est dit, qui serais-je, c'est là où c'est intéressant, qui serais-je pour juger le choix de l'autre? Mais ce qui est très différent de ce que je suis en train de voir, me semble-t-il, mais tu me détromperas si je fais erreur en France, qui est au fond sous des principes apparemment vertueux comme ceux que je viens de nommer, le fait que se profile une certaine incitation à mourir, notamment pour économiser des coûts et des ennuis, ce qui est une complètement autre logique et qui en tout cas en Suisse n'existe pas. Moi, je comprends finalement qu'il y avait cette espèce de tolérance à la biodiversité culturelle liée à la structure même de la Suisse et à la façon dont elle s'est composée au départ, avec l'acceptation d'une subsidiarité et l'idée que ça se résolve à la plus petite échelle possible avant que d'être un grand dogme collectif qu'il faille imposer sur des critères de vertu, de morale ou autre chose. Alors que c'est probablement très différent en France. Effectivement, la loi, j'ai pu interviewer déjà un certain nombre de gens sur ce sujet. La loi qui a été votée et qui va être votée par les sénateurs très probablement contient tout un volet, on pourrait dire transgressif, qui se justifie par des grands mots sur la dignité, la liberté, etc. Mais où on sent bien que derrière, il y a des impératifs utilitaristes et économiques sous-jacents qui sont absolument manifestes. Et notamment, Fondapol, un think tank libéral, a publié quasiment en même temps que le vote de la loi une note disant qu'elle permettrait d'économiser 1,5 milliard sur la protection sociale et les retraites. Il n'y a pas de petit profit, ma foi. Donc, certains ressentent cette loi comme une atteinte aux plus fragiles finalement, et ça a fait réagir une partie de la gauche française qui n'avait pas réagi pour plein d'autres sujets sociétaux ou qu'au contraire aller à fond dedans. Et on pourrait dire que la gauche chrétienne française pas extrême, au contraire, plutôt le Parti socialiste s'est soulevé avec notamment des groupes comme Jusqu'au bout solidaire, certains députés qui ont pris la parole publiquement pour dire que là il y avait quelque chose, qu'il y avait une atteinte aux plus fragiles. Est-ce que tu as connaissance que c'est des lois du même genre aient déjà eu lieu dans notre histoire et à quoi elles ont abouti? Non, je pense pas, parce qu'on est vraiment, tu connais mon côté maphésolien, m'étant formé dans cette école de pensée, et je crois que c'est vraiment caractéristique de la modernité finissante, c'est-à-dire que c'est poussé jusqu'au boutisme
des attitudes face à la vie, et notamment cette obsession de la métrique et de la quantification. Et au fond, ce dont il est question, alors bien sûr, c'est de l'éventuelle, comment dirais-je, violence faite à des personnes en situation de vulnérabilité, mais c'est même plus grave que ça, c'est l'atteinte à la dignité des personnes. Quand à un moment donné, tu évalues les gens en fonction des coûts qu'ils génèrent, ce qui est quand même le discours d'Attali et d'autres depuis un certain nombre de décennies, puisque tu parles de socialistes, on voit qu'on est très engagé dans le processus de déshumanisation. Tu vois, un prisonnier dans un camp, tu pourrais te demander ça. OK, qu'est-ce qu'il fournit comme travail? Qu'est-ce qui nous coûte comme ration alimentaire? Et est-ce que ça vaut la peine de le garder en vie? Mais donc, ça veut dire que cette façon proprement délirante de penser le réel et qui s'est quand même renforcée au cours du dernier demi-siècle, parce que toute époque finissante génère des bouffées délirantes où les valeurs qui l'ont fondée deviennent folles. Donc, à mon avis, on est vraiment là-dedans, avec de surcroît le fait que les ancrages religieux ont pété. Alors, on peut les critiquer de bon droit, mais enfin, ils fournissaient quand même des garde-fous quant à cette vision complètement déshumanisante du réel. Et tu vois, même si on prend du recul, une parole que j'aime bien citer parce qu'on ne la comprend plus depuis notre modernité, quand tu vois les boucheries qu'ont été les guerres au cours du XXe siècle, le génocide en cours à Gaza, où on tue, on massacre, on fait amputer des dizaines de milliers d'enfants, quand Louis XV a fait venir son fils le dauphin sur le champ de bataille à Fontenoy, il lui a dit « Regardez les souffrances que génère la guerre, le sang de nos ennemis et aussi le sang des humains, il faut le faire couler le moins possible. » Tu vois, parce qu'on était dans un paradigme chrétien et une représentation que cette valeur de dignité infinie existe en chacun et même chez son ennemi. Donc, ce qui est totalement aux antipodes de cette logique de massacre, d'extermination, de génocide, d'élimination, où parce qu'on a réifié l'autre dans quelque chose de détestable, on se permet d'attenter à sa vie parce qu'au fond, on n'a plus cette valeur de notre humanité commune. Et c'est vrai que l'éducation moderne a énormément occulté la réalité de cette transition entre le monde antérieur, qu'on a beaucoup noirci et rendu obscurantiste, violent, alors qu'il l'est infiniment moins que le nôtre, d'une manière qui a beaucoup brouillé nos repères. Et là, je pense qu'on est pris au dépourvu parce que les dernières choses qui restaient de civilité élémentaire, même si elles ne sont plus fortement corrélées à un référentiel sacré, sont en train d'être carrément passées à la trappe et avec au fond une génération de technocrates qui réfléchissent ces questions-là d'une manière parfaitement froide et mathématique. Et je rappelle au passage, mais je m'arrête après ça, que dans les innombrables réflexions qui ont eu lieu autour de la machine d'extermination nazie, beaucoup sont partis de l'idée que c'était un espèce de déferlement, de violence émotionnelle, de vieux fonds archaïques. Et en fait, ce qu'ont montré un certain nombre d'auteurs, et notamment Fabrice Midal, dans un très beau livre qui s'appelle « Penser Auschwitz », c'est qu'à l'inverse, c'était un système qualité parfait. C'était fait avec une rationalité extrême, avec un souci du détail et de la performance, et qu'au fond, c'est ce côté totalement déshumanisé qui a permis que l'horreur soit commise avec autant de facilité. Donc je pense que notre culture, notre civilisation entière est en train de passer par ce goulet d'étranglement-là. Maintenant, j'ai encore la confiance machiavélienne, elle aussi, que c'est un passage vers le monde en gestation qui, justement, sera en quelque sorte l'inverse opposé de ça et saura restituer la place du sujet et de son aventure jusque dans les dernières encablures de vie. Parce qu'au fond, c'est ça qui est passionnant. C'est est-ce qu'une personne a l'impression subjective d'avoir vécu tout ce qu'elle avait à vivre et que son temps est arrivé, ou est-ce que même si elle est grabataire, même si elle dépend des autres, même si il lui devient difficile de parler ou quoi que ce soit, elle a encore envie de vivre ces expériences que la vie et la condition humaine nous offrent encore un peu. Alors, je comprends que finalement, c'est la modernité tardive qui nous a intégré à une chaîne de montage, une chaîne de choses et à une gestion au fond du cheptel humain, une gestion numérique, optimisée, froide, rationnelle et mathématique de l'optimisation performative de nos vies, où il s'agirait d'accomplir le plus de choses possible, avec une sorte de mépris pour l'aventure individuelle, alors même qu'on
on pourrait dire qu'il y a un paradoxe, parce que pour Maffezoli, dans la modernité tardive, il y a aussi cette idée d'individualisme. Or là, il est comme nié. Comment t'expliques ce mépris finalement pour l'aventure individuelle qui ressemble à toutes les autres, qui pourrait être interrompue d'une manière ou d'une autre au nom de l'efficience? Parce que l'individualisme poussé jusqu'au bout se débarrasse de la subjectivité. À ce moment-là, t'es qu'une pièce, tu vois, comme dans une pièce de Lego, dans une boîte de Lego, quoi. L'individualité extrême fait perdre l'individualité. J'ai envie de te raconter une histoire, si tu es d'accord, parce que ça a été, tu sais, on a comme ça des expériences formatrices dans la vie. Et puis, souvent, les plus enrichissantes sont les plus inattendues. Et celle-là, en ce qui me concerne, avait été émerveillante et a un lien direct avec le sujet que tu abordes dans cette série. J'avais une connaissance journaliste dont la mère, très âgée, était en toute fin de vie. Et il existe à Genève une maison de mourance. C'est un lieu paisible dans un quartier de villa avec un staff vraiment très soignant dans le meilleur sens du terme et où les familles qui le souhaitent peuvent placer leurs aînés qui sont dans vraiment les derniers jours ou les dernières semaines de vie. Et donc elle avait placé sa mère qui avait 94 ans ou un truc comme ça dans cette maison. Et puis elle est venue me voir en me disant écoute, je sais que tu as fait un peu de chamanisme et de médiumnité, que tu t'intéresses au paranormal. Ma mère est dans cette maison depuis plusieurs semaines et elle ne meurt pas. Alors j'ai trouvé ça passionnant, je lui ai dit, je vais très volontiers lui rendre visite. Alors je lui demande est-ce qu'elle s'exprime ou non, elle dit non, elle parle plus, mais elle ouvre les yeux, elle voit quand les gens sont là. Alors bon, et en fait, je suis entré dans cet endroit, mais vraiment merveilleux, tu vois, moi le jour où je mourrais, je demande à mourir dans un lieu pareil, tellement c'est chouette. Puis je suis entré dans une chambre où il y avait une charmante vieille dame allongée dans un lit, elle venait de manger, elle m'a regardé, elle m'a pas parlé, mais j'ai senti que ma présence ne la dérangeait pas. Et en fait, j'ai passé 1 heure avec elle en silence, en train de goûter cette expérience que la vie et cet ami me permettaient de vivre. Et puis je suis reparti, mais j'ai ressenti un sentiment de paix immense pendant tout ce temps-là. Et donc après, cet ami journaliste m'a demandé alors, qu'est-ce que tu as perçu, comment tu vois les choses? J'ai dit écoute, moi j'ai l'impression que ta mère est super bien et qu'au fond elle profite de l'endroit dans lequel elle est. Et elle me dit mais écoute, c'est étonnant que tu dises ça, parce que ma mère, c'était le style dur à la tâche. Elle s'est jamais rien laissé donner pendant toute sa vie. Si tu arrivais avec une boîte de chocolat ou des fleurs, elle te disait tout de suite « Ah, t'aurais pas dû ». Et elle faisait toujours tout pour les autres. Et là, si c'est comme si, ne pouvant plus habiter cette névrose-là, on a chacun la sienne, obligée d'être grabataire avec des gens qui s'occupaient délicieusement d'elle, en fait, elle kiffait à donf ce qu'elle était en train de vivre, et elle était surtout pas pressée de partir. Enfin, alors après, c'est évidemment les reconstitutions subjectives, tu vois, il y a une part d'interprétation et de projection, mais vraiment, moi, ça a été mon impression, c'est qu'elle adorait ça et elle voulait s'accorder encore le temps de savourer cette nouvelle découverte, c'est qu'on pouvait se laisser être dans une position où les autres nous donnent, nous soignent et sont là pour nous sans qu'il y ait besoin de réciprocité. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu vois, pour moi, ça m'encourage à dire que il y a un mystère et un secret de chaque personne, mais encore faut-il qu'on soit attentif à cette dimension sensible. Parce que pour 5 personnes différentes, ça sera 5 situations différentes dans le même cas de figure. Et donc, voilà, la modernité, le rationalisme morbide, il évacue ça au profit d'une métrique, justement. Quand l'individu n'est plus considéré qu'en métrique, et à travers des paramètres biologiques ou des trucs du style, à ce moment-là, on a complètement perdu ça. Et je pense que dans le monde à naître, il y a au contraire une très, très grande récupération de cette dimension essentielle qui est la dimension spirituelle, existentielle, sensible, appelons-la comme on veut. C'est intéressant, j'ai vécu à peu près la même chose, cette suspension du temps profane pour revenir dans une sorte de temps un peu éloigné de notre façon de compter habituelle où tout se ralentit, où les espaces se déploient imprévus, lorsque en tant que soignant on a renoncé à guérir pour commencer à accompagner pour de bon, avec la découverte de ce qu'étaient réellement les gens dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leur vie de famille, dans leurs interrelations, qui jusqu'ici nous avaient pas intéressés, parce que ce qui nous intéressait c'était la créatinine, la natrémie, la kaliémie, etc., le débit urinaire et la pression artérielle, et ça ouvrait comme tout
tout un champ de possibles, effectivement, qui venait nous réconcilier avec une part assez douce et assez aimante de notre humanité. Donc je vois bien de quoi tu peux parler dans ce moment-là, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, et les familles ont pu le vivre aussi, à tel point que j'ai eu plus de cadeaux pour l'accompagnement de fin de vie de personnes que pour avoir sauvé des gens, ce qui m'a toujours étonné au fond dans mon travail de réanimateur, en disant bah mince, au fond est-ce que vaudrait mieux pas faire des soins palliatifs? Jean Leonetti a abordé une question intéressante en disant que cette loi finalement venait changer la donne au niveau anthropologique, parce qu'elle ne s'adressait plus à ceux qui vont mourir, mais à ceux qui veulent mourir. Et qu'il y avait une différence fondamentale. Ceux qui vont mourir. Donc on est comme sommé impérativement de venir serrer les coudes et les aider à traverser ça. Mais ceux qui veulent mourir, il y a quelque chose qui c'est différent. Là on revient à la société du désir postmoderne, non? Je sais pas, c'est une question complexe, parce qu'en même temps, l'assonance qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui veut mourir. Qui veut mourir, en fait? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le fruit d'un complexe qu'il entretient par rapport à un environnement dont il sent qu'il devient une charge pour lui? Est-ce que c'est parce qu'on lui a suggéré, comme ces nouvelles législations le rendent possible, que si vous êtes jeune et dépressif, ben peut-être qu'au fond, mourir serait une bonne idée, ça vous soulagerait, on souffre plus quand on meurt. Donc c'est aussi toute cette question du désir, hein. Mon désir, d'où vient-il? Et c'est là où c'est tellement important de pouvoir grandir dans ce questionnement collectif qui, de toute manière, est là. Il est là pour des raisons techniques et pour des raisons de valeur, mais avec précisément ce point d'identification du désir. Est-ce que c'est mon désir à moi qui correspond à ce passage existentiel dans lequel je suis, et auquel cas, et je trouve que la législation suisse aujourd'hui le respecte bien, c'est tout le propos. C'est si quelqu'un veut vraiment mourir parce qu'il est terminalement malade, il en a marre et il a envie de faire ce choix, tu vois, même en l'énonçant, je me dis, mais qui serais-je pour lui interdire? Si j'ai des croyances, je sais pas, je suis catholique, je peux échanger avec lui, mais c'est en train de devenir un délit aujourd'hui de dissuader quelqu'un qui aurait, par hypothèse, identifié en lui le désir de mourir. Mais encore reste posée la question de quelqu'un qui dit qu'il veut mourir, qu'en est-il? Hein, on sait tous que la plupart des personnes suicidaires n'ont pas envie de mourir. C'est un état, c'est un moment de leur subjectivité où la souffrance s'investit dans la perspective que la mort donnerait un soulagement, mais au fond, elles n'ont qu'une seule envie, c'est de vivre et d'être aimées pour la plupart d'entre elles. Donc, c'est très complexe comme question, et ça nécessiterait une grande collaboration de plein de corps de métier, de champs de connaissances pour pouvoir s'orienter là-dedans d'une manière qui permette de créer des conditions et s'assurer que la détermination des gens ne soit pas, au fond, une fantasmatisation presque contraphobique, mais soit vraiment un désir assumé. Oui, effectivement, on est dans une société qui est passée maître dans l'art de créer le désir, de créer le vouloir, hein, de nous vendre des choses. Toute l'ingénierie sociale est faite pour ça, tout le nudge, tout le marketing est fait pour créer du désir, et pourquoi pas un désir de mort. Ça voudrait dire qu'on serait passé dans une société où la mort est désirable. Est-ce que ça a été franchi, ce pas-là? On a l'impression que presque la mort serait plus douce que la vie, et que ce serait ça qu'il faudrait désirer. Alors ça c'est probablement une fantasme. Comment dirais-je? Il y a de toute manière l'énigme de la condition humaine et la pesanteur de la condition humaine. Moi, je le vois par exemple avec la pratique des écrans, auxquels je sacrifie d'ailleurs. Mais l'obsessionnalité de s'échapper sur un écran virtuel, pour moi, traduit le fait qu'en réalité, la plupart des gens n'auraient pas envie d'être là où ils sont au moment où ils le sont. Et donc, au lieu d'être sur un quai de gare, dans une file à la poste, dans un bus, au restaurant avec leurs proches, ils s'évadent, puisque la technologie permet de le faire. Mais si on ramène cette réalité à l'essentiel, c'est une fuite de l'incarnation. Et de toute manière, il y a une part de douleur et de pesanteur dans l'existence humaine. J'ai lu une phrase récemment d'un poète québécois qui disait « À un certain âge, j'ai choisi de naître ». Où j'ai choisi d'être né, tu vois. Cette idée qu'au fond, il a senti en lui qu'à un moment donné, se goupillait l'articulation entre la dynamique du désir et le fait d'être vivant. Ça va pas de soi, contrairement à ce qu'on raconte. Alors, plus on est aimé, plus on vit des expériences constructrices, plus c'est naturel.
Un enfant, il se réveille pas en se demandant s'il a envie de vivre aujourd'hui. Il se demande quelles sont les conneries qu'on peut faire, quels sont les trucs amusants qu'on peut vivre. Donc, il est un peu dans cette exubérance de la vie. Mais quand on vient à l'âge adulte, tu te souviens que Camus disait que le suicide est la seule vraie question philosophique, se pose cette question de est-ce que je suis en amitié, en résonance, en cohérence avec le fait d'être vivant sur cette terre. Et je pense que notre société devient tellement aride, tellement maltraitante, tellement peu généreuse en raison de vivre et d'espérer, qu'elle a basculé en bloc vers une espèce de fascination pour la mort. Et qui d'ailleurs n'est pas seulement un désir de mourir. Ce désir de se couper de sa sensibilité, de sa dynamique existentielle, ça a un peu toujours existé dans les générations précédentes. C'était des gens qui étaient juste pas tellement en contact avec eux, qui étaient un peu robotisés, qui étaient dans les conventions, on a toujours fait comme ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça prend encore une touche supplémentaire, mais je pense que c'est l'épreuve initiatique de ce moment civilisationnel où il y a une fascination pour la mort, le morbide, le pathologique, le déviant, tout ce qui dégrade en fait. Tu vois, moi Dieu sait si je suis pas un père la pudeur, mais je trouve extraordinaire qu'en cette époque, finalement, se posent beaucoup les questions de masculinité toxique, de consentement, de ceci, cela. L'archétype stylistique pour les jeunes femmes, c'est la grosse pute. Donc, non, mais franchement, tu as une génération qui dit c'est tellement important de pas être dans les clichés sexistes du passé. Puis en même temps, quand tu regardes les films des années 50, les femmes étaient ravissantes, les hommes étaient élégants et courtois. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup moins de MeToo à l'époque qu'aujourd'hui. Donc, tu vois, pour moi, on est en train de jouer avec tout ça. Et par exemple, la pornographie est un énorme problème sociétal aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et là encore, je parle pas depuis un point de vue moraliste, tu imagines. Mais en réfléchissant à cette question, moi, qu'est-ce que je me dis? Quel serait l'antidote à la pornographie? Ça serait l'érotisme. Parce que ce que les gens vont chercher dans la pornographie et sa crudité, son obscénité, son dévoilement total, c'est au fond cette excitation face à la dynamique du désir sexuel, qui en elle-même est très belle et vivifiante. Et au fond, l'érotisme, c'est cacher l'essentiel pour mettre en valeur ce qui est désirable, alors que la pornographie, c'est en train de devenir presque des cours d'anatomie, quoi. Et pour moi, on ne peut lutter contre la pornographie et ce qu'elle reproduit de clichés, de soumission. Qui d'entre nous aurait envie que sa femme ou sa fille tourne dans des films pornographiques? Mais on ne peut le faire qu'en requalifiant ce que la pornographie vient masquer, comme le fast-food avec la bonne bouffe, si tu veux. Donc, je pense qu'on est dans une époque qui, aujourd'hui, a une fascination pour le trash, mais une fascination qui est très construite aussi. Je ne sais pas quel est ton sentiment, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ingénierie sociale derrière. J'ai souvenir notamment comment, au tournant des années 2000, j'allais pas mal au cinéma, j'étais cinéphile, il y avait des bandes annonces qui ont commencé à venir avec une espèce de matraquage sensoriel et une très forte négativité. Tu sais, des sons qui faisaient vou, vou. Et puis, comme ça, des explosions de voitures, des monstres mi-serpents, mi-dragons. Et tout d'un coup, il y avait tout un imaginaire qui parvenait depuis le monde hyper industriel de l'industrie cinématographique et musicale, qui était dans cette fascination de l'outrage et de l'obscène et du violent. Donc voilà, je pense qu'on en est là collectivement, c'est passionnant à vivre, c'est pas toujours confortable, mais pour moi c'est un peu différent de, comment dirais-je, de l'illusion que mourir mettra fin à mes souffrances. Ça c'est autre chose. Mais là il y a presque encore une fascination pour le morbide. Ouais, fasciné, c'est à la fois repousser et attirer, c'est à la fois tout proche et très loin. Comme incapable d'y toucher pour de vrai, cette pornographie qui se passe sur les écrans, c'est pas une vraie fille dans mon lit, quoi. Enfin, qu'on le veuille ou non. Oui, et pour les jeunes, c'est un énorme problème. Quand tu vois les stats, c'est un énorme problème. Ouais, avec un côté voilé, dévoilé. Quand c'est trop dévoilé, effectivement, il y a plus rien. En tout cas, toute la fécondité, l'intimité, la profondeur disparaissent au profit, comme tu le dis, d'un cours d'anatomie par tous les trous, par tous les angles de caméra, sous toutes les coutures qu'on veut, qu'on peut imaginer, qui rend la chose à la fois grotesque, monstrueuse et obscène, alors même que la profondeur de l'amour, de la rencontre avec l'autre, devienne inaccessible.
plus on regarde ça, moins on peut se rencontrer. Et aujourd'hui, pour un jeune, déjà envoyer un texto, c'est très engageant, quoi. Alors, discuter publiquement avec quelqu'un, c'est encore pire. Si jamais il pouvait faire ça à distance, ce serait encore beaucoup mieux, quoi. Et on l'a vécu dans le temps du Covid, hein, tous ces apéros Zoom, cette façon de coexister ensemble, mais par voie numérique interposée, sans avoir à se toucher plus jamais. Il y a un petit peu ça dans cette loi sur la fin de vie. Il y a l'idée que ce soit contrôlé, mais à distance, que des professionnels soient en charge, comme si je pouvais m'exonérer au fond des emmerdements que vont me procurer ma vieille mère ou mon vieux papa quand ils seront en train de rapapiller au fond d'un EHPAD. Mais ce que je me dis, c'est que la transgression a déjà eu lieu. C'est-à-dire que cette loi, au fond, ne vient que sanctionner une réalité qui est déjà là. Nos vieux sont déjà en train de mourir seuls pour beaucoup d'entre eux au fond d'un EHPAD, sans plus qu'on s'occupe d'eux. On leur fait déjà sentir tout le poids de leur inutilité, de leur incompétence, de leur oubli à mesure, du fait qu'ils sont dépassés par la technologie, etc. Donc est-ce que cette loi, c'est pas juste le symptôme de quelque chose qui est déjà installé? Je sais pas, et tu vois, c'est très intéressant les perspectives que tu ouvres, parce que en même temps, il y a un phénomène qu'on observe beaucoup chez les personnes âgées. Moi-même, j'avance vers là, donc je commence déjà à en voir les prémices en moi. C'est un certain dégoût du monde tel qu'il est en train de devenir. Et quand on regarde bien, alors oui, un aspect vieux con, c'était mieux de mon temps, la musique était meilleure dans les années 70 qu'aujourd'hui. Ce qui, par ailleurs, est assez vrai. Mais il y a aussi, je pense, la force de détachement nécessaire à pouvoir s'engager dans le passage. Alors, t'en as qui restent passionnés jusqu'au bout. T'as Edgar Morin qui a 102 ans. Tu vois, si tu gardes vraiment la flamme d'intérêt pour le vivant, en fait, ça te préserve vachement. Mais au fond, il est naturel d'avoir cette perte de goût pour la vie qui s'installe progressivement. Et au fond, les EHPAD sont des bons dispositifs pour ça, s'ils sont bien traitants. Alors, je suis désolé, nous en Suisse, on est très privilégiés parce que le système de soins, c'est la Rolls-Royce. Ça nous coûte un bras chaque mois, on est rançonné, on est racketté de manière épouvantable pour ça, mais au moins quand tu te retrouves à l'hôpital, franchement, t'es au top of the pop. Et la plupart de l'équivalent des EHPAD sont du même ordre. Donc moi, j'ai accompagné ma mère qui est décédée l'an passé, il y a juste un an d'ailleurs, et qui était comme ça dans l'équivalent d'un EHPAD pendant les 2 ans précédant sa mort. Et c'est extraordinaire la qualité du soin qu'il y avait pour les personnes résidentes. Et puis en même temps, ça la faisait chier à mourir d'être là-bas. D'être entouré de petits vieux avec des brancards qui sortaient des cadavres tous les quelques jours, discuter à la cafétéria avec les autres petits vieux qui écoutaient pas ou qui n'étaient pas d'accord avec elle. Enfin, c'était vraiment une forme de calvaire, même si la qualité des soins était très élevée. Et puis en même temps, si t'as pas cette expérience de pénibilité relative de la fin de vie, est-ce que vraiment tu te lances dans le passage au moment où c'est juste de le vivre? Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que les réalités humaines, il faut pas non plus un qui fait l'ange fait la bête, vouloir des choses qui soient trop négatrices de la réalité du moment et de la phase que les personnes vivent, mais tout en assurant malgré tout qu'il n'y ait aucune maltraitance, parce qu'au fond c'est ça le problème des EHPAD aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement mal gérés, ils sont tellement en défaut de financement, les personnes qui y travaillent ont tellement peu de temps et de moyens à disposition pour faire du bon travail. Et on sait quand des professions soignantes n'ont plus les moyens de faire du bon travail, elles deviennent très vite maltraitantes. Jusque dans les abattoirs, d'ailleurs. Tu sais qu'il y a ces films horribles d'animaux très, très maltraités dans les abattoirs. Et en fait, quand tu étudies le processus qui conduit à ça, c'est quand ça se passe mal. Et quand tout d'un coup, un animal se débat, une barrière cède, et que tout d'un coup, ça devient le bordel dans ce moment très compliqué de donner la mort à l'animal, là, toutes les pulsions sadiques remontent, alors que si les choses se déroulent bien, on n'observe pas ça. C'est un peu réducteur de le dire comme ça, parce qu'il y a d'autres paramètres, mais quand même, c'est un noyau important. Et moi, je l'ai beaucoup vu dans le système de soins. Tu sais, les psychanalystes disaient à l'époque, et combien avaient-ils raison, une institution soignante doit prendre soin d'elle-même en priorité. Ouais. Les coordonnées sont mal si les soignants sont bien, ils vont pouvoir être soignants avec les autres. Alors que s'il y a une souffrance institutionnelle, automatiquement, ça va se traduire dans des formes de maltraitance. Et au fond, c'est ça qui est terrible dans les EHPAD. C'est quand il y a de la maltraitance institutionnelle qui apparaît.
Ouais. T'abordes le sujet du système de santé, de la maltraitance institutionnelle qui peut apparaître du fait du mal-être de ses propres agents. Euh, Est-ce que et t'as beaucoup touché la question de la psychiatrie. Un des enjeux de la psychiatrie, c'est de lutter contre le suicide. Est-ce qu'il y a pas une contradiction avec ce qui est en train de se passer là sur ce délit d'entrave qu'on met en disant vous ne devez pas empêcher les gens de se suicider, quoi. Oui, mais la psychiatrie, c'est encore toute une histoire. Tu sais, Foucault disait que la folie détenait la clé de la normalité. Et au fond, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, je suis désolé de le dire comme ça, mais en même temps, il faut dire les choses un peu franchement, c'est que l'entier du paradigme psychiatrique est faux de A à Z. La nosographie est fausse, elle est totalement ascientifique. L'organisation des soins est fausse, la pharmacopée est fausse. Et puis en même temps, c'est un système auquel on délègue les gens qui sont tellement problématiques ou agités qu'ils ne peuvent plus vivre de manière pacifique dans l'espace social. Et puis effectivement, avec aujourd'hui cette hantise du suicide, qu'un patient se suicide, que la faute puisse en être attribuée aux soignants, et donc tout un système de contention directe ou indirecte qui se met en place. Et puis, moi, je dis souvent, tu sais, parce que c'est extraordinaire, dans la vie, tu as les inégalités structurelles. C'est clair qu'un soignant et un patient en psychiatrie ne sont pas à pied d'égalité. Et les antipsychiatres qui avaient essayé de faire croire ça ont semé les contresens de manière majeure. Mais en même temps, un patient hyper déprimé qui rencontre son psychiatre ou sa psy sera peut-être encore en vie 30 ans plus tard, alors que le psychiatre se sera suicidé 3 semaines après. Donc, au niveau humain, tu as cette égalité de destinée, de devenir et de conditions humaines, et puis tu as cette inégalité. Et au fond, ce qui est difficile, c'est que les rôles institutionnels, la déshumanisation de la médecine, le fait qu'il y a beaucoup de gens tordus chez les psychiatres, pas tous, pas une majorité, mais la plupart des gens, enfin un nombre significatif de personnes qui sont attirées par la psychiatrie, soit c'est qu'il y a des antécédents familiaux un peu trash, soit c'est qu'eux-mêmes sont un petit peu bizarres dans leur fonctionnement. C'est pas un scoop, je veux dire, un des psychiatres qui ressemblent à des fous, toute la littérature et la filmographie en est pleine. Mais donc, tu vois, tu as un ensemble de jeux de miroirs qui sont extrêmement compliqués et qui sont impliqués là-dedans, mais c'est vrai que la question du suicide, quand tu vas concrètement dans les pavillons, c'est une hantise pour les patients. Pour les soignants. Tu vois, quel beau lapsus. Pour les soignants. Et ils te disent, ah, oui, non, mais là, on peut pas, le risque de suicide, s'il se suicide. Et qui pousse souvent, comme tu dis, à une contention soit physique, soit chimique, quoi. On va rajouter des médicaments, au fond, pour se protéger nous. Là, c'est un peu pareil. On va faire suicider des gens à distance pour se protéger nous de l'insuffisance de certains, de la convocation qui viennent nous mettre sous le nez à dire mais bon, alors qu'est-ce que vous faites de vos vieux, qu'est-ce que vous faites de vos handicapés, etc. Tu m'as parlé. Excusez-moi, tout en leur proposant désormais le suicide possible du fait d'avoir des troubles psychiatriques, parce que c'est un des nouveaux critères, notamment au Canada. Donc, on est en train de légaliser une incitation au suicide pour au fond, aussi être sorti de sa propre phobie ou sa propre peur d'être face au suicide du patient et qu'éventuellement, on en soit rendu responsable. C'est intéressant quand même comme motif. Oui, c'est assez vertigineux dans les mises en abîme successives que ça convoque. Tu m'as parlé, quand on a préparé l'émission par mail, de Louis-Vincent Thomas. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, parce que il y a une école française francophone de la mort, on va dire, au sens large, et de comment l'humain s'inscrit là-dedans. Ça a Ariès aussi, je crois, qui avait écrit beaucoup sur la question de la mort. Est-ce que tu peux nous dire justement d'où on vient là-dessus, et est-ce que ces analyses de ces époques 70, 80 ont encore une actualité aujourd'hui? Bah, tu sais, on dit que c'est un des grands. On se pose souvent la question de la culture humaine et de l'humanité. Quand est-ce qu'on peut parler d'humanité? Quand est-ce que l'humanité est apparue? Et au fond, Margaret Mead disait que, de son point de vue, c'est le premier squelette qu'on a retrouvé avec une cassure et une réparation du fémur qui assure que le groupe humain a dû prendre soin de cette personne pendant des mois sans la laisser sur le carreau. Et donc, elle considérait que c'était ce soin. Alors que dans une meute de loups, si un loup a une patte cassée, ben, il y a un moment donné où tant pis, quoi, c'est la loi de la nature. Donc, elle pensait que le soin était la première caractéristique de cette humanisation. Et puis, évidemment, que l'autre grand paramètre, c'est les rites funéraires qui apparaissent il y a à peu près 40 000 ans, si mes souvenirs sont exacts. J'espère ne pas faire erreur si c'est 100 000 ou 40 000, mais bon, c'est un de ces seuils.
Et les rites funéraires apparaissent il y a à peu près 100 000 ans, ce qui est d'ailleurs contemporain de l'émergence du langage. C'est extrêmement intéressant. Les deux apparaissent à peu près en même temps, simultanément. Alors évidemment, il y a eu des proto-langages. Et on sait d'ailleurs que dans certaines espèces animales, et notamment les éléphants, ça n'est pas une légende, il y a également des pratiques mémorielles par rapport aux défunts, où le troupeau va se rendre à l'endroit où un des leurs est décédé et manifester des comportements tout à fait caractéristiques. Donc, il y a de toute manière des antécédents à la culture. Mais au fond, ce que ça tend à suggérer, c'est, tu sais, on a ce test aussi qu'on utilise pour les espèces du miroir. Tu as des espèces qui sont capables de se reconnaître dans un miroir. C'est un peu biaisé parce que ça dépend de la hiérarchie sensorielle des espèces. Si une espèce est très olfactive, tu lui présentes un miroir qui sent rien, elle va pas se dire c'est moi. Enfin, toujours est-il que l'idée, c'est que la conscience de soi apparaît à partir du moment où l'animal est capable d'identifier, ça n'est pas un autre animal, c'est moi, il bouge de la même manière que moi, en symétrie. Et au fond, ce que l'anthropologie suggère, c'est que la conscience de la mort par le langage et le soin aux personnes défuntes par les rites funéraires est contemporain. Et je pense qu'à ce moment-là, on sort au fond d'une naturalité de la mort. Oui, on est vivant, puis à un moment donné, les gens sont morts et ils bougent plus et il faut les laisser retourner au grand tout, à une intégration de la mort au sein de la vie. Et tu sais, tu as ce très bel adage, je ne me souviens plus de la source, mais qui dit que la mort n'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. Et qu'au fond, la vie et la mort sont entrelacées de manière continue. Et on retrouve ça d'ailleurs encore dans des pratiques religieuses comme le catholicisme. Alors Maffezoli a mentionné qu'il y avait des Notre-Dame du bien mourir dans certaines églises et certains lieux, mais au-delà de ça, tu revis quand même la mort et la résurrection chaque dimanche pendant l'Eucharistie. Il y a vraiment ce sentiment que la mort est là et que c'est en ayant une forme de familiarité avec elle que le bien vivre peut advenir. Parce qu'au fond, il y a cet autre adage qu'on connaît tous, c'est que la peur de la mort est en réalité une peur de la vie. Et que les gens qui sont habités par la peur de la mort, Dieu sait si on l'a vu pendant la pseudo-pandémie, développent une peur de vivre. Et au fond, la modernité finissante a également évacué la mort, qui est devenue complètement hygiénisée, mais aussi invisibilisée. Moi, j'ai souvenir quand mon grand-père est mort, paix à son âme, j'avais une 30aine d'années, ou un peu moins, je l'ai veillé chez lui pendant 3 jours et 3 nuits. Et c'était tellement beau avec des bougies, il n'y avait rien de spécial ou d'ésotérique, mais juste de pouvoir baigner dans la souvenance de ce que j'avais vécu avec lui en attendant que son corps parte, étant donné que son âme était déjà plus là. Et je me permets aussi de mentionner ça parce que c'était tellement charmant. J'avais mes enfants avec moi, dont ma fille aînée qui avait peut-être 5 ans. Puis évidemment que j'étais un peu inquiet qu'elle aille voir son arrière-grand-père cadavérique dans un cercueil avec son joli costume et son nœud papillon. Donc j'avais un peu fait en sorte qu'elle ne puisse pas trop accéder là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle y avait été. Et là, j'ai eu, tu sais, ce réflexe de parent en disant, j'espère qu'elle n'est pas traumatisée à vie, que j'aurai pas son traumatisme sur ma conscience. Puis je lui ai dit, t'as été voir grand-papa? Puis elle m'a dit, oui, c'est comme s'il dormait. Elle n'avait absolument pas dramatisé la rencontre avec le cadavre. C'était juste lui, comme s'il dormait. Elle avait intégré le fait qu'il était mort, pour autant qu'on puisse le faire à 5 ans. Et vraiment, je crois que cette proximité avec la mort à travers le monde animal, à travers les familles, à travers... c'est quelque chose qui, au fond, donne un ancrage pour pouvoir vivre sans partir en vrille quant à la peur de la mort, parce qu'elle est cadrée. J'ai aussi vu ça dans les populations de montagne, de paysans de montagne que j'aime bien fréquenter en Suisse. Autour de la crise Covid, ils m'ont tout de suite dit « Oui, on sait tous qu'on va mourir un jour, mais pas de ce truc-là. » Tu vois, voilà, parce qu'ils vivent avec les bêtes. Il y a déjà eu dans le temps des périodes où la peste avait décimé les villages. Ça voudrait dire que finalement, en entretenant un commerce régulier et quotidien avec la mort, on l'intègre à la vie, on n'en a plus peur, on n'a plus besoin de la maintenir à distance, d'en faire un objet
monstrueux et de lui vouer un culte fasciné. Comme tu dis finalement avec l'érotisme et la pornographie, quoi. Hein, en fait, c'est l'usage réel de la chose voilée dont on montre la vraie profondeur, qui permet comme la domestiquer. Il y a un jeu de mots dans ce que je dis, parce que établir le commerce quotidien, on a l'impression que cette loi, c'est un peu peut-être l'établissement d'un commerce de la mort. Et certains ont dit que une belle mort, comme tu disais en Suisse, par suicide assisté, c'est 15 000 balles pour 15 minutes. Donc c'est pas trop cher. Le taux horaire est peut-être un peu élevé, mais 15 minutes, ça fait 1000 balles de la minute. Ouais. C'est comme un vol en hélicoptère. Est-ce que c'est grave au fond que la mort devienne un objet commercial comme un autre, comme finalement toute notre société l'est devenue? Alors, je crois que c'est pas un objet commercial, justement, parce que le commerce, c'est parler, c'est être en relation, c'est nommer les choses, c'est les débattre, c'est le café du commerce, c'est le troc. Là, c'est autre chose. C'est vraiment la technicisation à outrance. Et là, je suis désolé de faire à nouveau du Maffesoli, mais je peux pas m'en empêcher. Tu sais, où il montre comment l'époque moderne est caractérisée par le drame. C'est-à-dire, il y a des choses horribles qui peuvent se passer et il faut qu'on trouve toutes les solutions pour les empêcher. Et à l'extrême, par rapport à la mort, ça devient le transhumanisme. On va mettre en échec la mort. On va résoudre le problème de la mort. Et puis, le mode narratif archaïque et traditionnel, mais qui va revenir, si tout va bien, avec la post-modernité, c'est le tragique. Le tragique, c'est la part d'adversité ou de douleur à laquelle tu ne peux rien faire. Hein, on prédit qu'Oedipe tuera son père et violera sa mère. Alors on fait tout pour empêcher que ça se produise, mais tu peux pas. C'est le destin. Et quand on réintègre le tragique, revient l'espace de la vie et notamment de la joie. C'est pour ça, et on le voit bien, tu as voyagé comme moi, les pays où c'est le plus la merde, c'est les pays où les gens sont le plus joyeux. Les pays où on a le plus de confort, c'est là où les gens sont le plus dans la sinistrose, dans le fait de râler. Et en fait, c'est très logique. C'est que quand tu acceptes cette part d'adversité à laquelle tu ne peux rien et qu'elle est là dans ton quotidien, tu fais avec. Et en faisant avec, ça ouvre des réserves de vie, même pas de survie, de vie. Et au fond, moi, ce qui m'inquiète dans alors oui, commerce, effectivement, je trouve que c'est pas très juste parce que le commerce, justement, c'est le modèle d'échange préalable. Mais dans cette technicisation à outrance de la mort, c'est que ça prive de tout ça. Et donc, ça laisse les humains très désemparés par rapport à ça. Et d'où aussi le fait, le cas échéant, quand il s'agit quand vient le moment de décider si je vais payer 15 000 balles pour finir en 15 minutes dans un sarcophage à l'azote ou pas, tu vois, il n'y ait pas cette... Alors après, chacun a sa vie et l'expérience, mais il n'y ait pas cet ancrage individuel et collectif permettant de bien s'orienter là-dedans. Oui, parce que la mort est une convocation collective, au fond, à s'intéresser à la personne et à accepter que le tissu du vivant se déchire, le tissu du monde se déchire, et à patiemment se mettre à le reconstruire dans cette dynamique de mort et de résurrection dont tu parlais tout à l'heure. Quand tu parlais de ce fantasme transhumanisme d'éternité, me faisait penser à Michel Liris, qui a écrit un livre qui s'appelle Miroir de la tauromachie. On pense ce qu'on veut de la tauromachie, hein, mais je vais le prendre pour son côté symbolique, qui est la rencontre entre ce principe de vie et de mort qui est la bête et l'éternité du matador, en habit de lumière, qui doit simplement se gauchir, qui n'a pas le droit de bouger réellement. La belle passe réussie, la Véronique impeccable, c'est quand il se laisse gauchir par le passage du monstre représentant la vie et la mort, le sang et le noir, et finalement l'éternité à la fin vient à bout quand même de ce processus, et voilà. Et que c'est là que naît le beau, au fond, c'est dans le fait que ça se touche jamais, quelque part. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes pris dans ce moment bestial de vie et de mort. Et puis cette ritualisation collective de la mort, hein, si on pense à la fête des morts au Mexique ou à Madagascar, où tu sais, ils sortent les ossements des ancêtres une fois par an et ils font une procession festive avec, en trimballant les ossements à travers le village et tout et tout. Tu vois, pour nous, ça serait, c'est hyper morbide, mais en fait, c'est très joyeux.
Et justement, c'est cet entrelacement entre la vie et la mort, entre la joie et la peine, entre le plaisir et la souffrance, entre le creux et le plein, le masculin et le féminin, qu'on a perdu en cours de route. Alors, là encore, je pense que les pratiques festives de la jeune génération sont en train de nous rediriger dans cette direction, mais on sent qu'il y a ouais, vraiment, c'est comme un goulet d'étranglement, un seuil de passage, mais c'est peut-être aussi un rite de passage pour notre humanité, vu qu'elle n'a jamais, pour l'instant, trouvé les moyens de sortir de la répétition de la destruction de masse, ce qui serait quand même souhaitable, et la plupart des gens ne demandent quand même qu'à vivre en paix. Et peut-être qu'au fond, ça fait aussi partie de cette expérience qui, si l'expérience humaine doit évoluer pour permettre enfin une vie durablement bonne, passera aussi par la réintégration de la mort. Ouais, et la réaction. Et d'ailleurs, excuse-moi, on le voit par exemple avec les rites de passage pour les ados. Dans toutes les sociétés traditionnelles, tu as des rites de passage qui exposent à la mort. C'est ça, devenir adulte, c'est vivre une mort symbolique et une renaissance. Et quand tu prives les ados de ça, on voit une inflation des conduites à risque où ils vont eux-mêmes chercher la confrontation à la mort, mais évidemment avec un cerveau d'adolescent. Donc, le sens du danger... j'ai souvenir d'un jeune en Suisse qui était mort parce qu'il avait pissé depuis un pont sur les fils électriques du train, tu vois. Mauvaise mort, hein, en plus. Ouais, mais voilà, parce qu'ils ont des cerveaux immatures. Donc après, ils s'exposent à plein de trucs comme ça un peu bêtes, mais c'est aussi la conséquence du fait que le monde des adultes n'organise plus ces rites de passage à leur intention. Ouais, donc on va pour toi vers de plus en plus de transgressions au fond de ce carcan réglementaire, législatif, économique dans lequel on est pris vers une transgression qui recherche l'épreuve initiatique, Oui. mais sans chaman bienveillant et sans ritualisation collective socialement construite. Tout à fait, dans une grande déshérence. Et au fond, moi je le vois, même tu vois, des cérémonies comme la remise des diplômes en milieu scolaire ou des trucs comme ça, c'est devenu tellement désubstantialisé, il n'y a plus rien du fait de savoir faire vivre un moment symbolique. Or, le moment, je sais pas, où tu as eu ton diplôme de médecin réanimateur, je veux dire, le moment où tes maîtres avec qui tu t'es formé, les pairs qui sont là pour t'accueillir, t'accompagnent dans ce passage d'un état où tu es apprenant à un état où tu vas être un acteur plein et entier du système. C'est des moments qui sont fondamentaux sur le plan existentiel et aujourd'hui totalement désinvestis sur le plan symbolique parce qu'on ne sait plus faire vivre le symbole ensemble, sauf dans le foot et la fête de la musique avec de la bonne castagne à la fin. Mais donc c'est totalement en déshérence, c'est totalement en roue libre. Ouais, c'est étonnant parce que c'est comme si tous ces moments qui pourraient être importants sont rendus grotesques, sont rendus un peu sans substance, sans sens. Et par ailleurs, dans les grands messes collectives comme tu les décris de foot, etc., on constate que la mort est convoquée. Dernier concert de Jul à Marseille, paraît-il, il y a eu 3 morts. Pour un concert de Jul, bon, avec 80 000 personnes dans le stade Vélodrome. On se dit, mais et ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire c'est pas vraiment un problème. La mort est à la fois banalisée et en même temps reconvoquée dans tous ces moments-là, sans plus qu'elle ait aucun sens. Ah oui. Et je suis très circonspect vis-à-vis de ce projet de loi, même si je comprends l'envie de certains d'en finir, même si je vois bien qu'il y a une contradiction chez ceux qui défendent le plus la vie. Il y a aussi cette idée que mon père ou ma mère ou mon grand-père, là, avec l'Alzheimer, au fond de leur truc, est-ce que ça a encore un sens? Et c'est comme s'il y avait le retour d'un refoulé en permanence. Oui, et puis tu sais, alors tu disais c'est quand même bête de mourir en ayant pissé sur un fil électrique, mais c'est aussi bête de mourir à un concert de Yule au stade Vélodrome. Hein. Oui, c'est sûr. C'est complètement idiot. Est-ce que pour toi il y a des ancrages importants pour nos auditeurs, des textes à lire, des choses à comprendre? Toi, finalement, tu nous as raconté une histoire très personnelle, qui est l'accompagnement de ton grand-père pendant sa mort ou celui de ta maman en EHPAD. Est-ce que ça peut être une connaissance livresque? Est-ce que tout ça peut être encadré par un texte réglementaire ou législatif d'une quelconque manière? Ou est-ce que c'est ailleurs que ça se passe? Oui, je pense que c'est ailleurs que ça se passe. Toi-même, tu as beaucoup navigué, si je me souviens bien. Moi-même, j'ai beaucoup fait de haute montagne. Et au fond, comment dirais-je, dès lors que le danger est là, le sens de la mort est là. Parce qu'il faut en tenir compte.
si tu te lances à l'aveugle alors qu'il y a une tempête qui est annoncée ou que je pars sur une pente avec un risque d'avalanche élevé, il est possible que mon existence s'arrête là. Et donc, on est au contact de cette urgence vitale qui est extraordinairement vivifiante et structurante en même temps. Tu le sais, je me suis beaucoup intéressé au travail des guérisseurs et des médiums, et je trouve que c'est une autre piste intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'aptitudes réelles dans cet univers-là qui permet notamment d'entrer en communication avec des personnes qui ne sont plus de ce monde, et les très bons médiums te donnent des preuves, c'est-à-dire que tu leur dis rien, et elle te dit, par exemple, j'ai l'impression d'avoir ta grand-mère, j'entends tel prénom, je vois une maison qui ressemble à ça, elle me dit qu'elle aimait beaucoup telle activité ou tel vêtement, et puis tu vois, à peu près tout correspond, et là tu te dis, mais bon sang, quoi, t'as presque les cheveux qui se dressent sur la tête si tu en as, ce qui n'est plus mon cas. Mais donc, il y a aussi cette possibilité d'apprivoisement d'un ensemble de réalités qui font, ou en tout cas une curiosité naturelle, parce que si on laisse ça dans la déshérence, ça devient morbide en apparence et inquiétant, et donc on l'évite, ou alors on vit la fascination résiduelle par des spectacles de cinéma où on va voir du MMA, où ils se mettent à pisser le sang et peut-être qu'il y en a un qui va quand même finir par mourir, et à ce moment-là, tout le monde regarde les vidéos en boucle. Mais de nouveau, c'est pas une initiation. En fait, il y a une initiation à la mort qui serait nécessaire. Et tu parlais de la tauromachie, on peut parler de la chasse, on peut parler d'un ensemble de réalités qui ont été mis à distance par la modernité. Alors après, j'ai pas de solution pour les gens, mais si ce n'est d'insister sur le fait de ô combien c'est une dimension fondamentale de la vie, et qu'on peut développer en réalité une relation. À ce stade, en ce qui me concerne, j'ai presque une relation joyeuse à la mort. Mais bon, ça c'est. Enfin libre, la quille. Ouais, puis je l'ai fréquenté d'assez près à un certain nombre de reprises, pas volontairement, mais puis après c'est vrai que ça dédramatise beaucoup. Après évidemment que si je devais perdre un enfant ou quelque chose comme ça, à Dieu ne plaise, je la trouverais beaucoup moins sympathique. Mais voilà, ça fait partie et je crois qu'il y a des formes douces et naturelles où, je sais pas, quand un animal domestique, qu'il est en toute fin de vie et que tu l'emmènes chez le vétérinaire et que tu vis un beau moment avec tes enfants à ce moment-là. C'est aussi une expérience que j'ai eue, et avec des bons vétérinaires, et à ce moment-là, tu donnes la mort à l'animal parce qu'il ne peut plus vivre sans douleur ou se déplacer, et là aussi, tu fais un rituel, tu récupères l'urne avec les cendres, tu fais des moments de mémoire à des dates clés, tu vois, tout ça. Et d'ailleurs, les médiums peuvent même contacter des animaux domestiques. Dans ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant parce que c'est moins la dimension euthanasie, suicide assisté qui te choque que la perte du rituel, la technicisation hygiéniste et froide à outrance externalisée et confiée à des agents en gants blancs et avec des masques donc sur cette loi, est-ce que toi tu prends position? Est-ce que tu penses qu'il faut pas qu'elle soit votée? Est-ce que t'as pas un avis définitif? Non, moi, j'ai pas tellement d'avis sur les choses en général. Mais tu vois, je trouve que c'est aussi des sujets qui nous renvoient à nos propres questionnements. Et moi, je me dis, mais au fond, comment est-ce que j'ai envie de vivre ma fin de vie? Alors, tant que c'est à l'avance, on spécule. Le moment venu, on se sentira peut-être très différemment. Mais j'ai l'impression que dans ma propre construction de personne, au fond, et c'est l'espérance que j'aurais, ça serait de rester intéressé à chaque étape jusqu'au bout. Et même si un jour, à Dieu ne plaise, je devais me retrouver grabataire, dépendant, avec des aides-soignants qui viennent me torcher parce que je suis plus capable d'aller aux toilettes, plutôt que de vivre ça comme une épouvantable humiliation, de me dire, OK, comment est-ce que je peux habiter le cas échéant ce moment pour encore voir ce qu'il peut m'apporter et me donner. Et en ce qui me concerne, c'est en tout cas mon état d'esprit, mais on verra le moment venu, je suis pas pressé. Tu sais, Stéphane Hessel, qui était aussi à un âge très avancé, un journaliste qui lui demandait, mais voilà, vous avez 98 ans, vous devez quand même un peu penser à la mort, répondait oui, et je l'attends avec gourmandise. C'est le grand mystère de la vie. Personne ne sait ce qui se passe à ce moment-là. Même les expériences de mort imminente, si on y croit, les gens, ils sont dans l'antichambre, ils n'ont pas fait le passage.
Donc, tu vois, le moment où cette aventure viendra, mais aussi toutes les étapes qui viennent avec. Si je dois agoniser, ça m'intéresse d'agoniser. En plus, aujourd'hui, on peut avoir de la morphine et des trucs assez sympas pour être pas trop à la rue. Donc, tu vois, de ne pas perdre ce contact avec la vie qui est partout, tout le temps, jusqu'aux derniers instants, plutôt que d'être dans cette représentation que soit on est normal, autonome, indépendant, soit on n'est plus ça et ça devient terrible. À ce moment-là, peut-être qu'il faut mourir. Excuse-moi, ça m'invite à une question. Est-ce que tu parles de morphine, mais est-ce que l'hypnovèle, les benzodiazépines, toutes les drogues qui pourraient finalement casser la conscience enlèveraient pas justement cette expérience de la mort, de l'agonie? Pour autant, on se dit que c'est peut-être pas facile à vivre, hein, qu'il y a peut-être une grande panique. Si on a vécu en colère, qu'on a vécu dans la peur, on va mourir comme ça. Et donc, si on peut l'éviter, c'est peut-être pas si mal. Certains disent même que voilà, il y a une âme et que tout ça a peu d'importance au fond. On s'en fout d'avoir de la morphine ou de l'hypnovèle. Ce qui compte, c'est de le vivre, que le corps le vive. Est-ce que c'est conscient, pas conscient, on n'en sait rien. Et donc il y a cette question sur les modalités techniques et puis une deuxième question qui est sur est-ce que tu fais une différence entre euthanasie et suicide assisté au sens où une tierce personne intervient et est comme contaminée de manière mimétique par la nécessité, de donner la mort à quelqu'un et donc quelque part de devenir un meurtrier? Oui, c'est une bonne question. J'ai un ami médecin à Genève qui a donné la mort à un certain nombre de personnes en toute fin de vie. C'est quelqu'un de très chrétien, de très humain. En même temps, quand il me le racontait, je pouvais voir qu'il y avait une espèce de quelque chose d'estomacant, tu vois, de dire j'ai donné une injection qui a mis fin à une vie, même si toute proportion gardée, il y avait absolument rien de choquant, parce que c'était vraiment les tout derniers instants à la demande de la famille, avec la personne qui elle-même avait souhaité ça dans ses dernières volontés. Mais on voyait quand même que le fait de dire j'ai appuyé sur le piston et la personne est morte est quand même un peu... Mais je sais pas, tu vois, c'est là où moi, surtout en tant qu'anthropologue, je veux pas avoir de morale sur les choses. Tu sais comme moi que l'éthique est toujours une éthique de circonstance, une éthique de relation, de communication. Donc mon souhait, parce que une des raisons pour lesquelles je me permets de faire un peu d'activisme politique, je continue à me dire profondément anarchiste, c'est qu'au fond, j'observe dans ma propre vie et dans les interactions que j'ai avec les autres, c'est quand la conscience est forte, on a peu besoin de règles ou de lois. Parce qu'il y a une éthique de circonstance qui fait que quelque chose est juste et quelque chose ne l'est pas. T'as pas besoin qu'il y ait une loi qui t'interdise de frapper les enfants pour comprendre que c'est pas comme ça que tu les aideras à grandir. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas compris ça, ça peut être bien qu'il y ait une loi. Mais donc, moi, je suis très acquis à la conscience et je pense que plus il y a de conscience, moins il y a besoin de règles. Parce que le problème, c'est de définir des procédures qui vont être, au fond, par défaut ou qui vont s'imposer à plein de situations différentes, alors que c'est peut-être pas la bonne réponse dans cette situation-là. Et c'est là où, pour moi, c'est difficile d'avoir des avis sur des questions aussi complexes que celle-là, si ce n'est que je vois le risque qu'une culture effectivement devenue mortifère. Hein. C'est vraiment le rationalisme morbide dont parlait Maffezoli. On est en plein là-dedans et elle est en train de s'accaparer également la mort. Et que ça, c'est inquiétant. Donc, il faut en tout cas encourager au fait qu'il y ait un travail de conscience collective autour de ça. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas tellement de solutions. Mais c'est bien s'il y a déjà des partis de la gauche qui se questionnent autour de ça. Ils le font probablement pas pour les bonnes raisons, sur les bons référentiels, mais peu importe, au moins ça s'interroge, quoi. Ouais, ce que tu dis me touche parce que j'imaginais que maintenir un suicide, une euthanasie sous la forme d'une transgression pourrait rester désirable au sens où elle favoriserait le dialogue, l'échange entre le patient, sa famille, le médecin et chacun à prendre sa responsabilité, et y compris contre l'État. En disant voilà, c'est tellement juste ce qu'on est en train de faire qu'on admet la prise de risque face au référentiel imposé, face au référentiel moral qu'on nous a imposé jusqu'ici. Peut-être qu'accompagner cette fin de vie, cette maladie, cette souffrance comme ça, on est tous d'accord. Et il me semble qu'effectivement ça correspondait à une prise de risque. Ça veut dire oui, peut-être qu'un jour là, une partie de la famille se retournera contre moi, etc. Mais j'accepte cette prise de risque parce que je suis convaincu au fond que c'est juste. Là,
il y a comme un gros rouleau compresseur normatif qui vient faire mettre dans le champ de la normalité quelque chose qui est de l'ordre de la transgression. Et, Oui. et pour moi, c'est problématique parce que on pourrait presque dire que ça pourrait aboutir à l'inversion de ce qu'est la transgression et que demain, si toi, à 80 ans, tu dis, bah, moi, j'ai quand même envie de continuer à vivre, de voir ce qui se passe, je suis curieux de ce qui va arriver, on va vous dire, bon, monsieur Michel, c'est un caprice, vous n'êtes plus rentable, va falloir dégager le terrain, quoi. Dans une espèce de justification utilitariste. Donc, Oui, c'est là où je préfère mourir de ma belle mort et de ma propre mort. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que l'euthanasie, je dirais pas qu'elle me pose problème, parce que j'ai pas de jugement sur les choses. Chaque culture et chaque société trouve ses solutions, bonnes ou mauvaises. Mais en ce qui me concerne, je trouve que des soins de palliatifs de qualité permettent dans l'immense majorité des cas de se passer de toute contemplation d'euthanasie. Si vraiment tu donnes des soins et de l'accompagnement à une personne jusqu'au moment où la bougie s'éteint d'elle-même, t'as pas besoin de souffler dessus, quoi. Donc, je dirais que de toute manière, ça, pour moi, ça va être le repère naturel. Le suicide assisté, moi, j'y suis très favorable, simplement, mais comme l'avortement, d'ailleurs. C'est pas que je suis pour l'avortement. En soi, je trouve qu'interrompre une vie est une tragédie. Et ce que j'ai vu, c'est que la plupart des femmes qui l'ont vécu, avec lesquelles j'ai partagé, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais me disaient que ça avait été une vraie douleur, qu'elles pensent à l'enfant qui aurait pu naître très souvent pour un certain nombre d'entre elles. Donc, tu vois, je suis pas favorable à l'avortement, mais je me sentirais pas de dire il faudrait qu'il y ait une loi qui interdise l'avortement, parce que au fond, là, j'aurais l'impression de dépasser de la question de ma conscience individuelle. Donc voilà un petit peu, si tu veux, où je me situe par rapport à ça. Mais en tout cas, le fait de dénoncer les dérives possibles, mais qui sont probablement en fait au cœur de la proposition législative, ça me reste néanmoins important, parce que c'est un gros enjeu de civilisation. On va continuer à le faire. Merci beaucoup pour tous ces partages, ces échanges. Je rappelle qu'on peut retrouver ta chaîne YouTube où tu fais presque tous les jours, en fait, hein, bon, peut-être un petit peu moins là ces derniers temps, mais des émissions pour essayer de nous éclairer sur l'actualité, sur les enjeux géostratégiques, sur les enjeux plus locaux. Finalement, tous les sujets t'intéressent, comme quelqu'un qui serait curieux du réel de manière gourmande, comme tu disais, à essayer de comprendre, avec aussi l'humour comme clé de voûte et comme voie de salut à travers toutes ces folies qu'on est en train de vivre et tous ces effondrements successifs. Il y a tous tes ouvrages qui sont là, et puis des formations aussi autour de des neurosciences et de la salutogénèse, qui permettent à finalement pas mal de gens de rester en santé à un moment où tout le monde devient fou. Ça, tu aides beaucoup sur ces sujets-là. Je te laisse un mot de la fin sur ce sujet du suicide assisté, de l'euthanasie, de la mort dans nos sociétés, pour nos auditeurs. Tu prends le temps que tu veux. Ben oui, parce que déjà, merci pour tes compliments. Toi aussi, tu fais énormément depuis toujours pour cette tonalité-là. Donc, je suis ravi qu'on soit des membres d'une même tribu de bonne volonté et de bonne foi. Et au fond, si tu veux, moi-même, à travers un ensemble d'expériences personnelles et aussi d'épreuves, j'ai observé à quel point ce désenchantement du monde est une réalité. On a perdu ce sens de la magie d'être en vie, en relation avec un monde naturel somptueux et en cheminement avec d'autres personnes avec lesquelles on peut trouver plein de points communs et plein de points de discussion. Et donc, je pense que ce débat autour de la mort et du suicide assisté et de l'euthanasie, au fond, vient aussi dans un moment où notre civilisation a à réinventer quelque part les raisons de vivre, mais des raisons de vivre qui sont jamais intellectuelles, qui sont toujours le fruit que l'existence a suffisamment de magie et de bons côtés pour contrebalancer la charge de douleur et de frustration et de pénibilité qui fait aussi inévitablement partie de la vie. Et c'est toujours une espèce de balance décisionnelle. Tu sais, la définition des valeurs fondamentales dans les sciences du management, donc ces valeurs qui nous tiennent tous à cœur, l'affection, l'écoute, le respect, la tendresse, la solidarité, la joie, l'amour, le rire, l'humour, hein, ce qui est immatériel et qui n'a pas de prix. Et bien que si on retirait ces valeurs fondamentales de la vie ne serait vivable pour aucun d'entre nous. Et c'est beau de voir qu'il y a la charge de la pénibilité de la vie matérielle et concrète
c'est quand même lourd de trimballer un corps de jour en jour qui en plus se déglingue quelque peu au cours du temps. Mais Dieu merci, on a cette compensation que les valeurs fondamentales, surtout quand elles sont partagées avec des gens que nous aimons ou des gens que nous rencontrons, mais où il y a cette affinité immédiate, est largement supérieure à la charge de pénibilité. Et donc, pour moi, c'est aussi la manière dont notre société, en standardisant les choses, en chronométrant, la tyrannie de l'horloge aujourd'hui est extraordinaire. Tu prends ta douche, tu sais que tu as 12 minutes pour te doucher parce que tu viens de terminer ça. Puis c'est inhumain de vivre comme ça. Hein. C'est vraiment le modèle de l'usine et de la machine. Donc, notre civilisation, elle est en même temps en train de réinventer ou d'avoir à réinventer des raisons de vivre. Et donc, cette connexion fondamentale avec la bonté de l'existence et la magie de l'existence. Et donc, voilà, ce débat, il vient aussi, il débarque au fond dans ce fossé entre un monde qui veut nous réifier jusqu'à décréter qu'à un moment donné, le rapport coût-bénéfice n'est plus favorable au fait que nous continuions à vivre, ce qui est extraordinaire comme représentation. Et puis justement, cette sensibilité qui voit que même à l'agonie depuis une semaine sur ton lit, en train de râler, puis que tu réponds plus quand on t'appelle, tu es peut-être encore en train de vivre quelque chose de grand parce que la vie humaine, c'est grand du début à la fin. Merci pour ces propos, Jean-Dominique Michel. Réenchantons le monde, pas seulement dans les naissances du printemps, mais aussi dans les rudesses de l'hiver et les effondrements des automnes. Et voilà, merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci à toi, Louis. À bientôt. À tout bientôt. Au revoir.